Salut les nerds, je suis super contente de vous retrouver après cette petite pause sur YouTube, mais pour ma défense, c'est pas évident d'être étudiante et à la fois créatrice de contenu. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de musique parce que ça faisait longtemps et j'ai décidé de parler de l'un des albums qui m'a le plus marqué au cours de la scène 2022. Bien évidemment, il s'agit de l'album Motomami de l'artiste chanteuse espagnole Rosalía. Rosalía qui est littéralement la raison de pourquoi je fais des vidéos sur internet, puisque la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, c'était une analyse de l'album El Malquerer. Donc si vous n'avez pas écouté ce leader, je vous recommande. Et si vous n'avez pas regardé ma vidéo, je vous conseille parce que je vais faire beaucoup de parallèles avec cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais tout simplement expliquer pourquoi Motomami, c'est un album qui a été hyper important dans la scène mainstream et tout ce qu'il a apporté d'un point de vue créatif, artistique, musical et culturel. So thank you so much today for celebrate women that we create. And this means a lot because I make my own music and I produce my own songs and I write my own songs. Mais avant, je vais commencer par une brève introduction. Donc Rosalía, c'est une chanteuse espagnole née le 25 septembre 1992 dans une ville pas très loin de Barcelone. Et c'est une artiste qui va commencer relativement tôt parce qu'elle va prendre des cours de chant et des cours de danse. Elle va aussi apprendre à jouer de la guitare et du piano. À ses 16 ans, elle va commencer par enregistrer des sessions studio. Puis elle va prendre une décision qui est hyper intéressante, c'est qu'elle va décider d'étudier la musique. Elle explique qu'il y avait personne dans son entourage qui avait des contacts dans l'industrie, même si moi je suis pas trop sûre parce que sa mère c'est une businesswoman, donc peut-être qu'ils ont dit ça pour le storytelling. En tout cas, je vous laisse le bénéfice du doute. Elle va sortir son premier album en étant étudiante qui va s'appeler Los Enreles, sorti en 2017. Donc j'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo de El Malquerer. C'est un album qui reprend des chansons traditionnelles, à la fois flamenco et folklorique. Puis en 2018, elle va sortir le fameux projet El Malquerer qui va lui permettre d'obtenir de la reconnaissance, notamment en Espagne et au Portugal, parce que c'est un album qui va être un succès commercial là-bas, mais aussi un succès critique puisque tout le monde va s'intéresser au phénomène de Rosalía. Elle va avoir l'opportunité de faire le Coachella, elle va collaborer avec J Balvin, Ozuna, Travis Scott, Bad Bunny. Elle va sortir plein de singles dont moi j'ai pas forcément tout adhéré parce qu'il y avait beaucoup de choses que je comprenais pas, même s'il y a des sons aujourd'hui que j'adore. Dans tout ça, Rosalía, elle préparait en même temps son album. Motomami a été enregistré entre 2018 et 2021, ce qui est relativement long, surtout dans une ère du streaming. Mais pour la chanteuse, il était clair qu'il fallait qu'elle prenne son temps, car Rosalía ne souhaitait pas reproduire la même recette qu'elle nous avait présentée avec son album El Malquerer, ce dont je trouve totalement pertinent. Quel aurait été l'intérêt pour elle de nous sortir une réponse ou une suite à ce projet iconique? Au contraire, elle souhaitait se challenger et surtout explorer d'autres genres musicaux et d'autres manières de créer. Car Rosalía a de grandes ambitions. Non seulement il fallait marquer son retour avec un grand coup, mais surtout c'est une artiste qui, dans son intention, a la volonté de créer de la musique de manière libre et de manière non conventionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui me rappelle énormément la chanteuse canadienne Nelly Furtado. Parce que oui, avant que Nelly travaille avec Justin Timberlake et Timbaland, si vous écoutez bien les premiers albums de Nelly, ce ne sont pas du tout des projets qu'on a l'habitude d'écouter dans la pop américaine. Exactement ce qu'on retrouve chez Rosalía. On retrouve une richesse artistique, musicale et culturelle. Revenons maintenant à la conception du projet, car Motomami a failli ne pas voir le jour. En effet, Rosalía a dû faire beaucoup de sacrifices. Tout d'abord, elle a dû rester éloignée de sa famille, qui eux étaient toujours en Espagne, pendant qu'elle enregistrait à Porto Rico, en République dominicaine, mais aussi à New York, à Miami et à Los Angeles. De plus, la chanteuse n'avait plus d'inspiration. À cause de l'impact du Covid, toute l'industrie était impactée
et était en stand-by. Donc forcément, ça ralentit son processus artistique. Dans tout ça, Rosalía passait parfois 12 à 15 heures d'enregistrement studio. Alors je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est littéralement énorme. Mais pour la chanteuse catalane, tous ces sacrifices valent le coup, car elle est déterminée à pousser ses limites et à sortir un projet hors du commun. Pour réaliser son souhait, elle va s'entourer de plusieurs personnes. El Guincho, qui était déjà présent sur le projet El Malquerer, la légende Pharrell Williams, Noah Goldstein qui a beaucoup travaillé avec Kanye West, The Weeknd, Michael Ozuwuru qui lui a travaillé avec Vince Staples, Frank Ocean, Tiny qui lui a beaucoup travaillé avec les reggaetoneros, Daddy Yankee, Don Omar et Rosalía elle-même. L'idée qu'avait de base Rosalía pour ce projet est de créer un album conceptuel, exactement comme dans El Malquerer, car ce projet est fragmenté en deux parties, en deux binarités distinctes. D'un côté, nous avons l'énergie moto, qui lui est représentée par des sonorités plus agressives et dynamiques. De l'autre côté, nous avons l'énergie mami, qui lui repose sur le côté plus vulnérable et plus doux de l'artiste. Plus, Rosalía souhaitait constituer une équipe féminine. Pour elle, le studio est principalement dominé par les hommes. Il n'y a pas assez de musiciennes et de compositrices. À travers ce projet, Rosalía souhaite s'émanciper et s'affirmer en tant que musicienne, productrice, mais aussi en tant que femme. Elle ne veut pas toujours se justifier, elle veut pouvoir créer de manière libre. Et c'est exactement ce que Motomami représente. C'est d'ailleurs pour ça que la pochette est une référence à la peinture de la naissance de Vénus. Il fallait que ce soit elle, à la fois le personnage et à la fois la narratrice. Hablas tanto de ti, no hablas nada de ti. No pongo mi punto de vista. Me sentía más como un canal explicando historia. Sí. C'est un album qui est complémentaire parce que dans la tracklist, à chaque fois que vous avez une chanson de moto, elle va suivre une chanson de mamie. Soy muy mía, yo me transformo. Una mariposa, yo me transformo. Me capté drag queen, yo me transformo. L'album est composé de 16 titres, ce qui est relativement correct, car la chanteuse espagnole ne souhaitant pas rajouter d'autres sons de peur d'ennuyer ses auditeurs. Nous retrouvons ainsi deux invités, l'artiste canadien The Weeknd présent sur la chanson La Fama et l'artiste dominicaine Tokischa sur la chanson La Combi Versace. Concernant les genres de l'album, ceux-ci sont très variés car nous retrouvons de la pop, du dembow, du reggaeton, de la bachata, du boléro et des influences post-rock et hip-hop. L'album est, comme je l'ai dit précédemment, très personnel, car Rosalía va parler de sa spiritualité, des aspects positifs et négatifs de la célébrité, de sa position en tant qu'artiste, de ses relations amoureuses, de sa famille et de sa relation avec les femmes. Donc le premier single qui va sortir, c'est la chanson La Fama. Je trouve ça pertinent parce qu'elle fait le lien entre la personne qu'elle était dans le Malquerer et la personne qu'elle est maintenant. Le texte est super beau, mais j'aurais préféré qu'elle fasse une version avec Prince Royce ou avec Romeo Santos plutôt que The Weeknd. Ensuite, elle sort en deuxième single Saoko. Alors Saoko, This is a motherfucking song, c'est ma chanson la plus streamée de Spotify sur l'année 2022, je rigole même pas. Cette chanson, je trouve qu'elle est juste excellente. Je vais plus m'attarder sur la chanson Saoko parce que Saoko, c'est littéralement la chanson qui représente l'album. Dans chaque production, on va trouver des éléments communs et ils sont 5. Le premier élément, c'est que toutes les chansons de l'album ont des productions minimalistes. Teriyaki tiene el beat y este sonido. Y ya está, esta es la base. Que las canciones en sus versiones iniciales tenían muchas capas, tenían demasiada instrumentación, es como que se perdía la dirección inicial. La deuxième chose qu'on retrouve aussi, c'est notamment des collages. Un collage, c'est tout simplement quand on prend un élément, qu'on la met dans une chanson et qu'on rajoute un autre élément dans la même chanson, mais que ces deux éléments ont rien à voir. Ce qui va faire qu'on va avoir plusieurs structures dans la même chanson. Saoko, on a cet élément de collage quand Rosalía, elle explique qu'elle voulait mélanger du reggaeton avec des éléments de jazz. A ver si sirven de algo.
J'adore comment elle est présentée. Il y a plein de couleurs dans cette chanson. Il y a plein d'images. Les chops, c'est tout simplement un effet de la voix. C'est quand on répète plusieurs fois une note ou plusieurs fois un mot. Donc dans Saoko, on a ça. On a aussi ça dans La Combi Versace. Des filtres qui sont présents dans Saoko et aussi à la fois dans la chanson Kanji. Sé que tú no me has olvidado, no me has olvidado. Dans Kanji, il y a littéralement presque pas d'instru. Genre l'instru, elle est vraiment en arrière-plan. Le quita las frecuencias agudas, le quita también las graves y canta encima. Pero tú Et on sent aussi cette couleur bleue. Dans l'art, le bleu représente souvent la tristesse, la mélancolie. Comme dans Kanji, elle parle d'un amour qui n'a pas pu durer et des regrets en fait de cette chanson. Kanji, c'est une suite de Dolerme. Et dans Dolerme aussi, on avait aussi cette couleur bleue. Et d'ailleurs, elle parle de la même personne. en tu mirar, en tu mirar. Sa voix qui est très peu modifiée. Il y a très peu de reverb et il y a très peu aussi d'autotune. Espero con el tiempo justiciero que retornes buscando una ilusión de amor. Vete claro con él. Ya. Dans El Maquerer, c'était vraiment l'album de déconstruction pour Rosalia et dans Motomami, c'est la transformation. Dans tout le long de l'album, elle va prendre le symbole du papillon pour symboliser tout simplement le fait que maintenant c'est une nouvelle Rosalia, c'est une nouvelle facette d'elle, c'est une nouvelle personnalité artistique et que du coup elle explore son son de manière différente. Et moi ça m'a beaucoup rappelé l'album Butterfly de Mariah Carey, qui est d'ailleurs le meilleur album de Mariah Carey, puisque elle aussi prend le papillon pour faire ça. Et en plus, là où les deux albums ils ont ce point en commun, ils ont été faits à des moments où les deux artistes ont été beaucoup critiqués et c'était vraiment une manière pour elle d'exprimer qu'elle voulait faire ce qu'elle voulait et tant pis si les gens aimaient pas. Et donc du coup, comme elles se sont imposées, bah, les gens ils ont suivi. Et en fait, dans Motomami, au début, on était tous un peu perdus, etc. Mais au final, on a tous adhéré parce que l'album, il est juste hyper cohérent, il est très bien pensé dans sa structure, dans sa musicalité et en fait, il n'y a rien qui est laissé au hasard. À tel point qu'on a beaucoup de références. Porque estaba locamente enamorado. Mujer, yo no merezco esa bajeza. Estaba locamente enamorado. Mujer, yo no merezco esa bajeza. Yo no soy envidia, tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan en los que me derrito. On a beaucoup des éléments de l'ancienne génération à des éléments futuristiques, expérimentation qui peut beaucoup faire penser à Arca. Arca et Rosalia qui avaient d'ailleurs travaillé ensemble. Hello everybody, you're listening to Motomami Los Santos. La Rosalía. Arca. Bring flavor to your radio. Elle a expliqué que c'était pas un album commercial parce que dans Saoko, on a par exemple une asymétrie dans la manière dont elle a totalement changé sa manière d'écriture parce que du coup, elle incorpore des éléments humoristiques, des éléments sarcastiques comme dans Chicken Teriyaki, dans Hentai, Biscochito. Dans Diablo, ce que j'aime trop, c'est comment le synthé il apporte cet aspect un peu diabolique, un peu machiavélique. Et franchement, la prod elle est juste excellente. Grita, grita, grita por el suelo. No les importa si corren cero. Yo mi lealtad nunca la pierdo, ni por el dinero. Como Unji, dans le pont, il y a des éléments qui me rappellent la chanson Bagdad. Guárdame, guárdame, otra vez, mándame, mándame, ángeles, ángeles. Junta la palma y la separa, junta la palma y la separa, junta la palma y la separa. Je trouve que Motomami c'est un album qui me fait beaucoup penser à l'album Björk Medulla parce que dans Medulla on a très peu d'instruments. L'instrument principal de ce projet c'est la voix. Suite à ça, il est temps de parler des sujets qui fâchent et on va parler bien évidemment des polémiques et des controverses autour de Rosalia. Alors, l'appropriation culturelle, c'est tout simplement quand
un groupe dominant va prendre des éléments d'une culture dite dominée dans le but de soit de se faire du profit et de gagner de l'argent, ou soit de tout simplement tourner en dérision cette culture. Rosalia elle a beaucoup été accusée d'appropriation culturelle. Alors, tout a commencé avec son album Los Angeles parce que Rosalia, c'est une chanteuse barcelonaise, comme je vous ai dit, et la culture flamenco provient de la culture andalouse. Donc, ça a été fait par les Roms et par plein de peuples nomades, mais pas de la région d'où vient Rosalia, parce que Rosalia, elle est catalane. Les gens, ils ont commencé à l'accuser, et notamment sur le fait qu'elle prenne un accent. Alors ça, c'est qui tout double. Autant je me dis qu'elle peut très bien chanter comme ça, elle n'a pas besoin de prendre un accent, genre je comprends le fait que les gens ils l'attaquent sur ça. De l'autre côté, je me dis que dans Los Angeles et dans El Malquerer, c'est quand même des albums qui racontent des histoires traditionnelles. Ça pourrait être tout simplement du fait qu'elle se situe dans un contexte historique. Mais de l'autre côté, Rosalia, ça reste une femme blanche et qu'à la fin de la journée, il faut quand même qu'elle prenne conscience de sa position parce qu'elle reste quand même une artiste privilégiée. Mais ça veut pas forcément dire que Rosalia, c'est le porte-parole du flamenco. C'est juste qu'elle, elle raconte de sa perspective et de son point de vue. Aussi, on a de nombreux latinos qui l'accusent de faire de l'appropriation culturelle. Déjà parce que quand Rosalia a commencé à faire ses sons reggaeton, ça dérangeait personne. Et le truc, c'est que quand elle a décidé de faire un album, là, c'est là où les gens se sont dit « Attends, que tu fasses des collaborations avec des artistes reggaetoneros, on comprend, mais que t'ailles sur cette scène-là, alors que toi t'es espagnol, sachant qu'en plus l'Espagne a colonisé ces pays. » Les accusations d'appropriation culturelle envers Rosalia ont été encore plus virulentes quand elle a remporté l'album de l'année aux Latin Grammys face à Bad Bunny. Mais je tiens à dire que les gens qui défendent Bad Bunny en disant qu'il est plus connu que Rosalia et que son album a plus de hits et a été un plus gros succès, c'est le pire argument, sachant qu'il y a beaucoup d'arguments pour défendre Un Virato Cinti et que c'est quand même un album important pour toutes les influences, pour tous les styles de musique latine qui étaient incorporés dedans, et que je trouve que utiliser un argument commercial, c'est juste pas terrible. Aussi, je tiens à dire que l'appropriation culturelle, c'est un combat qui est plus qu'honorable, que moi aussi je défends, mais que toutes les personnes qui veulent attaquer Rosalia, ils prennent jamais le problème de source. Si les artistes latino-noirs avaient été protégés et défendus et soutenus par les institutions culturelles, par les cérémonies, par les sociétés qui diffusent, qui s'occupent de tout ce qui va être catalogue musical, etc., alors ils n'auraient pas été remplacés par les artistes latinos blancs, alors leurs œuvres, leur héritage, leur culture aurait été préservée, alors les artistes espagnols, portugais et italiens n'auraient pas pu gratter sur cette scène. Et je tiens à dire que quand en 2015 le reggaeton est redevenu mainstream, dites-moi combien d'artistes n'ont pas voulu avoir leur hit, parce qu'il y en a littéralement beaucoup. Il y a Justin Bieber, il y a les Black Eyed Peas, il y a les Little Mix, etc. Même en France, les gens, ils ont voulu faire des samples bizarres, etc. Et me dites pas que c'est des gens qui sont passionnés par ces cultures. Suavemente, besame. Je sors de la baisse et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, besame. Moi, mon avis sur ce sujet, c'est que de 1, je trouve ça extrêmement triste qu'on applaudisse Rosalia pour faire le strict minimum. Waouh, elle s'est rendue à Porto Rico et en République dominicaine pour travailler avec des gens qui sont issus de ces milieux. C'est the bare minimum et ça montre que les gens sont tellement habitués à voir des artistes et que l'industrie musicale elle-même vole des codes pour la distribuer chez d'autres artistes qu'on est limite impressionné. Comme pour moi, c'est totalement normal que Rosalia ait étudié le flamenco étant donné qu'elle en écoutait quand elle était petite. Ensuite, de 2, il y a beaucoup d'actions chez Rosalia qui parfois sont pris hors contexte et sont disproportionnées, mais il y a aussi des actions que moi je ne peux pas justifier et défendre. C'est pour ça que j'essaie d'être constructive dans cette analyse, parce que je pense que Rosalia, elle maintient elle-même une ambiguïté bizarre entre l'appropriation et l'appréciation culturelle, et je comprends pas pourquoi elle fait ça. Elle est talentueuse, si elle a envie de faire du reggaeton ou du boléro, elle a pas besoin de prendre un accent ou de prendre une diction bizarre pour en faire. Jojo, c'est une chanteuse américaine blanche, elle aime la soul, elle aime le R&B. Quand elle chante, elle prend pas d'accent, elle essaie pas d'imiter les femmes noires. Pour l'avoir vu la première fois sur Énergie, en fait ce qui était mais genre vraiment ouf, c'est que tous les fans étaient là, ils lui parlaient, ils prenaient des photos, etc.
mais en fait j'ai été la seule personne qui lui a parlé de son album. Brice. Your album is so great, Rosanna Motomami. You killed that baby. I'm so proud of you. I'm so proud of you. Ça se voyait que elle était émue parce que j'étais la seule personne qui lui a parlé de cet album. Et en plus, l'album, ça faisait à peine une semaine qu'il était sorti. J'ai chanté avec elle pendant le concert de Paris-Bercy. Et d'ailleurs, tout le monde a entendu ma voix qui chante faux. Bref, je suis pas désolée. J'ai tellement vécu le moment, c'était incroyable. Motomami, pour moi, c'est un album qui a été hyper important et qui est juste une richesse artistique, culturelle, musicale, et que je suis vraiment très contente qu'elle ait sorti ce projet de la manière dont elle voulait. Je suis vraiment très contente du succès critique qu'il a obtenu et je suis très contente que ça lui a permis tout simplement de toucher encore plus de gens, même si j'aimerais que les gens arrêtent d'écouter Rosanna superficiellement et qu'ils comprennent l'intention qu'elle a en tant qu'artiste, pourquoi elle fait ça, etc. Je pense que c'est important. Sur ce, je vous conseille d'écouter Motomami. J'espère que grâce à mon analyse, vous allez voir l'album d'une autre manière, que si vous n'avez pas compris, vous allez mieux le comprendre. Et en tout cas, je vous souhaite des bisous et on se revoit pour une prochaine vidéo. C'était Sassy Nerd. Bye bye.